Bonjour à tous, et nous sommes aujourd'hui avec Magdi Batato, directeur général chez Nestlé en charge des opérations. Merci beaucoup Magdi d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Merci. Alors tout le monde connaît bien évidemment le groupe Nestlé, le leader mondial dans l'industrie food et beverages, enfin industrie agroalimentaire on va dire en français. Et je pense que tout le monde a au moins un produit Nestlé dans son placard. Mais alors j'ai fait une petite recherche avant notre interview et je pense que tout le monde ne se rend pas compte de l'ampleur du groupe. Nestlé, c'est 2000 marques distribuées dans 186 pays, donc en gros toute la planète. C'est 376 usines, 290 000 employés, donc c'est vraiment un leader mondial à une ampleur, on va dire, très conséquente. Vous êtes aussi un groupe très innovant et très investi dans la réduction de l'empreinte environnementale. On voit déjà l'affiche derrière vous, les priorités de Nestlé du moment. Et je me suis, alors cette petite anecdote, je me suis aussi rendu compte en préparant l'interview que vous avez inventé le chocolat au lait et le café soluble notamment. Voilà, bon, Magdi, vous avez été directeur de plusieurs activités Nestlé aux quatre coins de la planète. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours? Avec plaisir. Écoutez, d'abord, Nestlé, c'était mon troisième job, contrairement à beaucoup de compatriotes suisses qui commencent chez Nestlé juste après l'université. Donc, moi, je suis ingénieur mécanicien, donc j'ai fait un doctorat en thermodynamique et en système d'énergie, et plus particulièrement, mon doctorat portait sur l'énergétique du corps humain. Et donc, j'ai fait aussi un travail de consultant dans un bureau d'ingénieur à Lausanne sur l'énergie et l'environnement, justement, et l'impact environnemental de systèmes d'énergie. Et donc, j'ai été, en fait, à travers un chasseur de tête, j'ai été recruté par Nestlé parce qu'à l'époque, notre administrateur délégué, donc CEO en anglais, avait une vision, il voulait connaître, c'était en 1991, en 91 comme chez les Suisses, il voulait connaître l'impact sur l'environnement de toutes nos usines à travers le monde. Et donc ça, c'était mon premier travail chez Nestlé. Et c'est assez intéressant de voir qu'après un grand cercle d'une carrière de 30 ans chez Nestlé, effectivement, aujourd'hui, je suis en train de driver, de coordonner tous les efforts du groupe en ce qui concerne l'environnement. Donc, je suis retourné un peu, c'est un retour aux sources. Mais entre deux, il y a eu beaucoup d'aventures. Entre deux, il y a eu bien sûr pas mal de pays, pas mal de directions de sites, de directions techniques, ça veut dire direction de plusieurs sites, et aussi un poste de chef de marché, donc CEO, pour Nestlé au Pakistan et en Afghanistan. Des expériences passionnantes sur lesquelles peut-être on reviendra en fonction des questions, mais j'ai jamais senti que je m'ennuyais. Et chaque poste était comme changer de boulot, carrément changer de société. Bien sûr, ce qui était commun, c'est les standards Nestlé, c'est l'ordinateur, c'est la manière de faire un certain nombre de business. Mais sinon, chaque poste était totalement différent, culture différente, des gens différents, des pays différents. Et bien entendu, des marques et des produits différents, puisqu'on a aussi des marques locales en fonction des pays où nous sommes. Donc voilà, en gros, voilà un peu le parcours. Oui, vous avez vraiment voyagé. Ouais. Merci. C'est fou de voir comment, il y a 30 ans, c'était déjà un sujet aussi à l'agenda de Nestlé, l'empreinte environnementale. Oui, oui, absolument. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire, pour commencer, les principales activités de Nestlé? Ben, écoutez, nous sommes dans l'alimentaire et nous sommes aussi dans tout ce qui est ce qu'on appelle en anglais vitamins, minerals and supplements à travers notre branche, notre société qui s'appelle Nestlé Health Science. On vient de faire récemment beaucoup d'acquisitions dans ce domaine. Une société comme Noon qui fait de l'hydratation, de l'hydration pour avoir assez de minéraux dans votre corps, surtout si vous êtes assez sportif. Et puis aussi Bountiful, qui est aussi le leader mondial dans les vitamines, minerals and supplements, donc les suppléments et les vitamines. Et donc ça, c'est Health Science. Mais sinon, on a bien entendu un business de café qui était assez important. Maintenant, toutes marques confondues, on a Nespresso, on a fait l'alliance avec Starbucks, donc on a acheté les droits pour le commerce sur les étagères de supermarchés, donc de pouvoir vendre et marketer les produits Starbucks. Donc, en dehors de leur café, de leurs coffee shops, nous sommes en charge de tous les produits Starbucks. Et aussi Nescafé Dolce Gusto, qui est aussi un café en portion, en capsule, mais bien entendu Nescafé, qui est l'origine comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, du café soluble. Et Nescafé a été inventé à la fin des années 30.
Oui. Et donc voilà, donc depuis ce jour-là, c'est un succès. Donc en plus du café, on a bien entendu du chocolat, on a les eaux minérales avec des marques françaises bien connues, Perrier, Vittel, Contrex, mais aussi San Pellegrino et Acquapanna en Italie. Et puis on a bien sûr la marque Maggi, donc tout ce qui est aliments. Et c'est à travers la marque Maggi ou même Garden Gourmet en Europe qu'on a lancé toute une gamme de produits à base de végétaux, donc à Oui. base de protéines de plantes non animalières. Mhm. Et donc, on a des hamburgers, on a même du vuna, qui est du tuna végétarien. Oui. On est en train de lancer même des crevettes végétariennes. Et Ouais, je les donc, ai vus on sur s'est votre lancé site. Ouais. là-dedans il y a quelques années parce que ça fait partie aussi de comment est-ce qu'on peut impacter le produit, notre gamme de produits, comment est-ce qu'on peut mettre des offres sur le marché Mhm. qui aient une empreinte environnementale moins importante que, par exemple, si vous utilisez de la viande de bœuf ou même du lait. Et voilà. Et puis, j'en oublie certainement d'autres. Les glaces, on a fait un accord, une venture avec une société Richmond. La venture s'appelle Froneri. C'est eux qui sont en charge maintenant de produire et de marketer nos glaces. Et puis, dans le domaine du chilled et des yaourts, bien entendu, on a un accord avec Lactalis, qui est une Mhm. société aussi française bien connue. Et c'est eux qui produisent et qui distribuent les yaourts pour nous. Donc voilà, en gros, rapidement, le genre de business dans lequel nous sommes, D'accord. nous sommes la plus grosse société alimentaire et c'est pour ça qu'on ressent cette responsabilité que tout ce qu'on fait doit être durable parce qu'il s'agit d'aliments. D'accord. D'accord. Donc, alors, ma deuxième question, c'était sur les priorités actuelles du groupe, mais donc j'imagine que ça tourne autour de ça, de la réduction de l'empreinte. Sur quoi vous travaillez en ce moment? Oui, alors j'ai parlé de produits parce que c'est par là qu'il faut commencer. Il faut donner d'autres alternatives aux Mhm. consommateurs. Oui. Et il y a des gens qui aiment avoir un hamburger, mais qui n'est pas fait de viande. Alors, ils ont le produit, mais il y a d'autres qui veulent rester avec la viande. Donc, on ne va pas complètement abandonner le lait non plus, parce que le lait fait partie aussi des origines de Nestlé. Donc, c'est give choices, comme on dit en anglais, to consumers, à travers un mix de portefeuille de produits qui est assez équilibré. Mhm. Et donc, ça, c'est au niveau des produits. Donc, on y travaille beaucoup. On a investi beaucoup dans ce genre de produits. Et aussi, au niveau corporate, on a un engagement d'être zéro carbone en 2050. Et Mhm. un engagement, il y a beaucoup de sociétés qui ont fait un engagement d'être zéro carbone, mais ce qui a distingué Nestlé, quand on a signé à New York le pacte pour être zéro carbone, on avait en ligne avec le pacte 2 ans pour pouvoir publier une feuille de route. Mais nous, on n'a Mhm. pas pris les 2 ans, donc on a signé en fin 2018, fin 2019, pardon, fin 2020, donc l'année passée, il y a exactement un an, en décembre, un peu moins qu'un an, nous avons publié notre feuille de route détaillée, comment arriver au zéro carbone en 2050. D'accord. Donc, ça passe par des milestones ou des étapes. En 2025, on va réduire de 20%. En 2030, on va réduire de moitié. Et c'est ce qu'on a mis dans la feuille de route. On a aussi mis non seulement l'approche de la société, mais aussi l'approche des marques qui se fait en parallèle. Parce que les marques veulent être aussi carbone neutral, ou neutres en carbone, et Oui. bien avant. Parce qu'au niveau des marques, c'est plus facile, c'est seulement une marque, il ne s'agit pas de toute la société. Et il y a des marques qui vont être zéro carbone l'année prochaine. On a Oui. annoncé déjà tout ça, d'autres qui vont être en 2025, d'autres en 2030, en fonction, bien entendu, de la complexité, non seulement des processus, mais de la Oui. partie amont. Parce qu'on a D'accord. réalisé, bien entendu, et tout le monde le sait, que 2 tiers de nos émissions se font dans la partie amont qu'on ne contrôle pas, dans la partie D'accord. agricole. Ce qui se fait chez nous, on va réduire, on est en train de réduire. On passe à l'énergie renouvelable, là, dans moins de 2 ans, 100% d'énergie renouvelable au niveau électrique de ce qu'on utilise dans toutes les usines. Mhm. Mais ça ne suffit pas parce que l'impact reste faible. Le plus Ouais. gros impact, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans l'agriculture. Et donc, on se doit dans l'agriculture de trouver d'autres solutions. Il ne s'agit pas seulement de passer complètement à des produits à base de plantes, Oui. c'est un peu le propos que j'ai eu tout à l'heure, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi faire du lait de manière meilleure pour l'environnement. Alors là, on est en train de travailler avec des fournisseurs, avec des fermiers.
on a un contact direct avec à peu près 1 million de fermiers. Et ça, c'est bien avant qu'on a fait ces engagements. Ça faisait partie de notre culture. Comme on avait aussi le lait au départ, vous l'avez dit, et effectivement, la société Caillé, Peter Koller, à l'époque, au 19e siècle, ils ont inventé le chocolat au lait. Donc, le lait faisait partie intégrante de ce qu'on sait faire. Donc, on a des contacts directs avec 1 million de fermiers. On a une centaine de pilotes aujourd'hui pour des fermes à zéro carbone. Et on est en train de réaliser ça on the go, comme on dit en anglais. Ouais. Et puis, on a aussi des pilotes pour ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice. D'où le poster Generation Regeneration. Pourquoi? Parce que c'est au cœur de ce qu'on a annoncé comme feuille de route pour diminuer les émissions de carbone. Parce qu'encore une fois, une grande majorité se passe en agriculture. Ouais. Qu'est-ce que l'agriculture régénératrice? C'est une agriculture qui, la régénération, c'est la vie. C'est contre la mort. Et donc, l'agriculture régénératrice, c'est une agriculture qui utilise le moins possible de produits chimiques. C'est une agriculture qui respecte le sol, parce que la santé des sols est au cœur de cette agriculture régénératrice. C'est une agriculture où on essaie de ne pas tourner le sol autant qu'on peut pour respecter la qualité du sol. C'est d'ailleurs une bonne qualité de sol qui va finir par consommer moins d'eau. Et donc, il y a des méthodes, par exemple, on utilise ce qu'on appelle en anglais du multi-cropping, ça veut dire vous mettez des variétés différentes sur votre sol, pas qu'une seule variété. Nous avons déjà, il y a quelques années, avant de faire ces engagements, parce qu'on ne les fait pas un peu à la légère, donc on a testé des choses avant de faire ce genre d'engagement, on a par exemple des fermes expérimentales de café où on plante d'autres choses entre les rangées de café. Et ce que ça fait, ça protège le café d'ailleurs des petites bestioles qui attaquent les arbres de café, mais en même temps, ça fait un sol de meilleure qualité. Donc, on a aux Philippines, par exemple, des fermes où on a des bananes qui sont plantées entre les rangées de café, ou du chili, ou d'autres trucs. Et donc, ça améliore le rendement d'ailleurs déjà, et ça améliore la qualité du sol. Et on a beaucoup d'expériences comme ça. Alors, ce qu'on fait, notre expérience avec les fermiers, c'est que il n'y a pas mieux qu'un autre fermier pour convaincre le fermier. Donc, ça, nous, on ne va pas en professeur essayer d'expliquer des choses. On partage certaines bonnes pratiques, mais le fermier qui adopte ces pratiques, bien entendu, son voisin fermier va voir que la ferme de son voisin a prospéré. Et par conséquent, on espère à travers ces pilotes, et on a la possibilité avec notre taille de faire de ce qu'on appelle du scale-up. Ça veut dire que influencer les choses pour que de 100 pilotes, on passe à 1000 réalisations. Et avec nos contacts avec 1 million de fermiers, on va pouvoir faire du upscaling et de la masse. C'est très difficile avec la taille de Nestlé parce que, pour vous donner une idée, on a 28 millions de tonnes d'ingrédients qu'on achète chaque année. Alors, on a fait un engagement déjà qu'on a publié et on va mettre plus d'1 milliard de francs suisses là-dessus pour avoir ces ingrédients qu'on achète qui proviennent de pratiques agricoles régénératrices. Et donc, l'engagement, c'est qu'en 2025, on aura 20%. De nouveau, ça rappelle les 20% de réduction de carbone parce que ça doit aller, c'est comme un orchestre, un orchestre, ça doit aller ensemble. Et puis, à 2030, la moitié. Ça veut dire, en concret, ça veut dire que 14 millions de tonnes par année devraient être achetées par des pratiques régénératrices agricoles en 2030. Donc, c'est énorme, c'est des grandes quantités. Mais voilà, on n'est pas tout seul, on travaille avec des fournisseurs, on travaille avec les fermiers, on fait beaucoup de recherches là-dessus. Par exemple, la nourriture qu'on donne aux vaches pour réduire l'émission de méthane, de CH4. Et voilà un peu ce qui nous keeps us busy, comme on dit en anglais. Donc, on a plein à faire là-dessus. Mais je pense que c'est très nécessaire pour la durabilité du système alimentaire mondial. Ouais. Et surtout, vu votre taille, vous pouvez vraiment changer la donne et influencer déjà tous les agriculteurs qui sont une part significative qui vous fournissent, et puis aussi le reste de l'industrie. Absolument. C'est ce qu'on espère faire. Ouais. Et aussi peut-être avec d'autres, influencer dans le bon sens aussi quelques lois qui vont aider, qui vont motiver les fermiers aussi à faire de la régénération. Oui. Parce que, bien sûr, s'il n'y a pas un système de support, on est en train de travailler avec des banques aussi pour voir comment on va financer. Parce que nous, on va payer des premiums, d'où le milliard qu'on a annoncé de francs suisses.
Mais il ne s'agit pas seulement de payer des premiums pour acheter ces ingrédients, il s'agit aussi de motiver le fermier par un système, par une structure pour supporter, pour aider le fermier dans cette phase de transition. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Après, quand tout va bien, ça sera OK. Mais pour pouvoir passer de ce qu'on fait aujourd'hui à un système différent, il y aura une phase de transition. Et cette phase de transition coûtera très cher. Et donc là, il y a aussi un système qui doit se mettre en place pour faciliter cette transition. D'accord. Alors, comment vous faites pour, parce que vous avez un challenge qui est très compliqué, la part d'empreinte environnementale de vos activités, c'est moins de 10%, alors que c'est beaucoup vos fournisseurs, un petit peu vos distributeurs qui polluent ou qui émettent des gaz à effet de serre. J'imagine que pour les contrôler, vous avez de nombreux challenges et j'aimerais savoir notamment comment vous arrivez à utiliser quels outils digitaux vous utilisez pour pouvoir monitorer ce qui se passe et prendre des décisions. Écoutez, je reviens peut-être un peu en arrière parce qu'il y a 25 ans, on a établi un système de MRP, Material Requirement, que toutes les grandes sociétés font parce qu'on ne pouvait pas vivre avec des petits systèmes, des petites applications. Et ça, on a opté à cette époque-là pour SAP. Mais contrairement à d'autres sociétés, on n'a pas fait ça comme une sorte de transformation informatique. On a fait ça comme transformation de business. Parce qu'il faut que le mindset, il faut que comment les gens réfléchissent, que ce ne soit pas un outil, simplement une plateforme informatique, que ce soit une autre façon de faire le business. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça Global Business Excellence. Parce qu'on a dû mettre en place des standards internes et des pratiques pour ne pas, parce que vous pouvez mettre une plateforme et continuer à faire de la même chose. Je vous donne un exemple. Vous achetez un ingrédient, le sucre, que tout le monde connaît. Eh bien, vous pouvez changer une ligne dans la description de votre sucre, puis vous avez 10 spécifications différentes, alors que c'est le même ingrédient. Ouais. Puis ça vous génère de la complexité. Ensuite, vous ne savez pas dans quelle recette va quel ingrédient, et c'est un peu une foire. Et donc, c'est cette mentalité qui doit changer d'abord pour faire du business de manière un peu plus structurée, un peu plus ordonnée. Donc ça, c'était Globe. On vit toujours sous Globe parce qu'on fait évoluer ces pratiques. Maintenant, bien entendu, SAP, c'est le système du passé. Maintenant, tout le monde développe des petites applications. Vous avez aujourd'hui une force de calcul sur votre téléphone qui est plus grande qu'il y a 30 ans, 40 ans, quand j'ai fait mon doctorat, sur des gros ordinateurs qui occupaient des salles entières. Et donc, vous êtes la plupart beaucoup plus jeunes que moi, donc vous n'avez pas connu cette période. Et donc, maintenant, on utilise aussi ce genre d'applications qui sont toutes prêtes, mais qui dialoguent avec cette plateforme que nous avons. Et ça, c'est essentiel que tout ce qu'on fait dialogue de manière intégrée avec ce que nous avons. Alors, dans le cas de l'environnement, pour revenir à votre question précise, il y a des choses qu'on peut trouver dans le commerce. Par exemple, Nestlé utilise des camions. Maintenant, on ne va pas aller mesurer les gaz d'échappement de chaque camion. On n'utilise pas des camions totalement différents de ce qui se passe dans l'industrie. Alors, pour la majorité de ce qu'on utilise, on va aller reprendre des bases de données à travers des outils et des logiciels qui existent et on va intégrer ces données dans notre calcul. Sauf si, par exemple, on passe à l'électrique, parce qu'aussi on passe au camion électrique. Ou si, par exemple, aujourd'hui, on travaille avec une société qui est connue en France pour le transport maritime, CMA CGM, on ne travaille pas qu'avec eux, on travaille avec d'autres grandes sociétés ailleurs, mais je la cite parce que l'auditoire est surtout français. Et eux, ils sont en train d'acheter des bateaux qui consomment du biofuel pour s'éloigner de toutes les émissions de soufre, etc. Et donc là, une fois qu'on aura nos palettes qui vont être transportées par ces bateaux, on va bien entendu prendre les données relatives à ce genre de moyens de transport. Mais sinon, on trouve pas mal de choses déjà dans la littérature. Par contre, quand on a voulu mettre sur pied un outil pour mettre tout ça ensemble et pour faire surtout du calcul assez précis pour le carbone dans la chaîne agricole surtout, on n'a pas trouvé grand-chose. Alors, je dois dire là qu'on est en train de développer avec nos spécialistes en information technology, en IT, nos spécialistes informatiques, notre propre outil. On l'appelle en interne GPS, c'est un acronyme, mais on le développe nous-mêmes. Parce que, il y a beaucoup d'impact, puisque j'ai dit que l'impact sur l'environnement se situe surtout dans cette partie en amont, et deux, on n'a rien trouvé vraiment qui puisse convenir à la complexité que nous avons. Alors, vous pouvez trouver quelques données sur le lait, mais après, on a autre chose que le lait.
Ouais. Alors, pour combiner tout ça, pour intégrer tout ça, c'est nous qui devons faire cette plateforme. Et là, on a investi, c'est pas 1 ou 2 millions de francs suisses, hein. C'est 10 fois plus, hein, sinon 20 fois plus. On a investi, on est en train d'investir pour mettre sur pied ces plateformes-là pour ce genre, pour répondre à ce genre de besoin. Donc, c'est un mélange. Ce qu'on trouve de près, on le prend, Ouais. mais il faut que ça soit intégré, que ça cause, que ça dialogue avec notre plateforme SAP. Ouais. Mais pour des choses spécifiques comme ce qu'on est en train de lancer maintenant sur l'environnement, qui est massif du point de vue données, on est en train de faire notre propre plateforme qui va dialoguer d'un côté avec SAP, parce qu'on a tout notre système, Ouais. tout le reste marche, et puis qui dialoguera avec d'autres applications qui nous amèneraient des trucs précis sur des choses qu'on n'a pas besoin de recalculer, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est vraiment hybride. D'accord. Hybride et tout le temps connecté avec un seul modèle pour que les données soient partagées. Absolument. D'accord. Et intégré. Et intégrées. Et alors, dans un grand groupe comme Nestlé, est-ce que les innovations sont davantage top-down ou bottom-up? Est-ce qu'elles viennent du terrain ou est-ce que c'est plutôt des initiatives corporate? Moi, je pense qu'il y a les deux. Je suis très content de voir, parce qu'on a des sites internes, bien sûr, on a créé des plateformes internes pour l'innovation. Alors, on a créé ce qu'on appelle des R&D accelerators, où on met des jeunes et on les laisse travailler. Et puis, c'est comme une mentalité de start-up. Et puis, ils arrivent avec des idées nouvelles. On a une plateforme qui s'appelle Henry at Nestlé, parce que Henri Nestlé, c'est le nom du fondateur. Et là, c'est une plateforme aussi où les gens partagent leurs idées. On a une plateforme Ingenious, où les gens mettent des idées, des projets. Et puis, d'autres panels de gens un peu plus expérimentés votent et puis jugent ces idées. Et puis après, les gens qui gagnent ce genre de vote vont voir leur idée implémentée. Donc, il y a beaucoup d'idées que je vois circuler sur notre Workplace, qui est notre système qu'on utilise en interne, où on a des idées de produits. Et pas mal de ces produits ont vu le jour. Un des produits, par exemple, qui a vu le jour, c'est ce qui est très bien pour l'environnement, l'idée d'utiliser des épluchures de café qui sont jetées d'habitude pour faire un produit. C'est un produit déshydratant avec cascara, hein, et qui a été lancé en Australie. Ça s'appelle Cascara Coffee. Donc, il ne contient pas autant de caféine qu'un café, mais c'est un produit qui récupère tout ce qui n'est pas utilisé quand vous faites une collecte de café. Donc, voilà, et ça, il y a un mélange de bottom-up et un mélange de top-down. On est organisé du point de vue vente et marketing avec des unités de business stratégique. On appelle ça Strategic Business Units. Ouais. Chaque catégorie, elle a un business strategic unit. Donc, vous aurez food, coffee, confectionery, dairy, nutrition, etc. Et puis, eux, ils ont le rôle aussi d'amener, disons, une synergie et d'amener un certain drive pour innover les produits. Et donc, ça se passe dans les deux sens, vraiment. On est trop grand pour faire tout du top-down et ce serait un peu trop inefficace si on ne comptait que sur le bottom-up. Donc, c'est vraiment la combinaison des deux qui fait le succès. D'accord. Et vous qui avez été dans les opérations longtemps chez Nestlé, comment avez-vous vu évoluer les usines en termes de digitalisation? Est-ce que vos usines aujourd'hui sont très connectées, très digitalisées? Si je devais être autocritique, moi, je pense qu'on aurait dû commencer même avant. Mais il ne faut jamais regretter. On a commencé peut-être il y a 6-7 ans à prendre ça très au sérieux. Il y a des périodes comme ça où vous faites d'autres genres d'optimisation. Il y a 10 ans, on a passé plus de temps à mettre un operating model qu'on appelle. On a lancé des Lean, on a lancé TPM, on a lancé plutôt ces outils de fondation dans les manières de travailler. Hein, l'excellence opérationnelle, ouais. D'excellence opérationnelle. D'ailleurs, on appelle ça Nestlé Continuous Excellence. Et maintenant, ça fait 6 ans quand j'ai repris ce poste actuel. Là, j'ai mis, bien entendu, toutes les forces et le focus sur la digitalisation. Et donc, la digitalisation, ça va beaucoup plus loin que simplement mettre de l'automatisation, faire des robots. Donc, bien sûr qu'on a ça. On commence vraiment, il y a des fabriques qui sont entièrement équipées de cobots, de robots, etc. Mais c'est aussi au niveau des centres de distribution. Il y a 2 semaines, j'étais aux États-Unis
j'ai visité un de nos centres de distribution où ils ont fait de manière très intelligente une combinaison du manuel avec du digital. Donc, ils ont ce qu'ils appellent des fourmis, des tout petits véhicules, mais ils ont aussi des AGV, Automatic Guided Vehicles, mais ils ont aussi des LGV plus grands pour transporter les palettes, donc tout de manière automatisée. Mais il reste une part manuelle parce qu'il y a des palettes qu'on doit faire basées sur l'ordre, sur la commande. Donc vraiment, c'est un mélange de petits trucs. Et là, vous avez toujours besoin à la fin d'une touche manuelle. Et là, ils ont fait une très jolie combinaison hybride entre l'automatisation, l'automate et le manuel. Dans les usines, ce genre, et même dans les centres de distribution, ce genre d'automatisation augmente la sécurité. Parce que quand vous avez un chariot élévateur qui est conduit par un homme ou une femme, vous avez la lumière bleue, il faut qu'on soit à 3 mètres, etc. Mais pour des choses répétitives, on n'a pas besoin de choisir, de voir, etc. Si on fait un véhicule qui est guidé automatiquement, il s'arrête automatiquement à une certaine distance de n'importe quel obstacle. C'est beaucoup plus sûr et pour le conducteur, parce qu'on a eu aussi des incidents où le conducteur, des fois, est blessé, et pour les gens qui sont autour. Donc, on regarde ça de cet angle-là. Aussi, on met ce qu'on appelle des wearables, des choses que les gens peuvent porter, des gants, etc. C'est digital et bien entendu, quand ils se rapprochent trop d'une pièce tournante, par exemple, la pièce tournante peut s'arrêter. On a mis des automates pour planifier les opérateurs dans les usines, parce qu'il y a des fois des systèmes complexes. L'être humain ne peut pas intégrer plus que 3 paramètres. En utilisant un peu un computer, il peut intégrer 10, mais l'intelligence artificielle peut optimiser un système jusqu'à un nombre assez important de paramètres, du style l'absentéisme, avec la Covid, quand on a eu la Covid, avec des gens qui ne sont pas venus pour des raisons très valables, avec un changement de programme de planification au niveau de la production, il y a beaucoup plus de complexité que ça. Donc, si vous utilisez l'intelligence artificielle, vous vous assurez en tout cas que votre ligne est toujours planifiée de manière optimale en ce qui concerne les ressources, mais pas seulement les ressources humaines, mais aussi les ressources en matériaux d'emballage, matières premières, etc. Donc ça, on a fait aussi. On est en train de faire. Et de nouveau, avec notre taille, on ne peut pas prendre un truc et le mettre dans 400 usines. En fonction des besoins de l'usine, on fait du scale-up. Et puis, des fois, il y a sur 50 usines, des fois, il y a sur 70 usines, etc. etc. Donc ça, c'est le genre d'automatisation. On utilise aussi l'intelligence artificielle pour mieux acheter les matières premières. Parce qu'on n'a pas des boules de cristal. Donc, ce qu'on fait, on essaie de voir l'historique au niveau du temps. Est-ce que le café vient de l'Arabica, vient du Brésil, le Robusta vient du Vietnam? Est-ce que, par exemple, comment le temps va impacter la récolte, etc., etc. Basé sur l'histoire, et ça nous permet de mieux acheter, de mieux nous protéger, etc., quand on fait des achats. Donc, on a un très grand mélange de hardware, comme on dit, d'outils automatisés, mais avec du software digital qui permet d'optimiser les processus et nos moyens de travail. D'accord. Et vraiment, depuis que vous avez l'arrivée du digital, vous avez vu que la façon dont vous automatisiez le hardware avec tous les robots a changé? C'est-à-dire, vous avez changé de façon de procéder? C'est-à-dire, ça économise des coûts parce qu'on quand même, on fait moins d'erreurs. Je parlais des achats. Ça nous a permis de faire de meilleurs achats au bon moment. Même on a vérifié par rapport à la compétition, on n'est pas si mauvais que ça. Donc, on a un système d'intelligence artificielle qui semble être en tout cas à la hauteur, sinon mieux que d'autres. Et donc, ça, c'est un point direct. Donc, vous faites des économies. Les incidents, je parlais de sécurité tout à l'heure, bien entendu, c'est meilleur. Et puis aussi, ça nous permet de consacrer du temps pour mettre plus de compétences techniques au niveau des gens qui travaillent dans les usines. Moi, je pense fermement que les opérateurs qui vont seulement pousser un bouton, ce ne sera plus l'opérateur du futur. L'opérateur du futur, il interagit mieux avec la machine, il prend des décisions. Et ce n'est pas seulement quelqu'un qui pousse des boutons, c'est quelqu'un aussi qui peut faire du troubleshooting. Je m'excuse, je fais du franglais parce que des termes, on utilise surtout l'anglais. Donc, si une machine tombe en panne, quelles sont les premières actions qu'il faut faire avant d'appeler un technicien spécialisé? Et donc, tout ça, ça rend le métier d'opérateur plus intéressant. On appelle ça opérateur technique.
et ça rend le métier plus intéressant. Et en plus, on a tout un concept maintenant qu'on appelle operator-centric. Donc, on fait tout autour de l'opérateur, que ce soit l'ergonomie, que ce soit l'automation, que ce soit donc le digital en général, ou que ce soit même les compétences qu'on est en train de faire acquérir à nos opérateurs. Operator-centric, c'est le futur, parce que il faut mettre l'homme ou la femme, l'être humain, au milieu de cet écosystème, et c'est plus que simplement une main-d'œuvre qui pousse des boutons. Ouais. Et donc, ça, c'est une évolution. On n'est pas encore à ce niveau-là, dans Ouais. certaines usines plus que dans d'autres, mais ça, c'est un peu un chemin qu'on aimerait parcourir pour pouvoir, si vous voulez, non seulement être plus compétitif, plus moderne, mais aussi pour rendre les travaux plus intéressants et plus lucratifs aussi. Et j'imagine que vous avez dû fortement investir sur l'amélioration des compétences de vos techniciens, de vos opérateurs pour arriver à opérer ces systèmes plus complexes. Est-ce que vous faites ça par formation interne? Est-ce que vous avez des adjonctions de compétences externes par embauche? Comment vous faites? On fait surtout de l'interne, mais des fois on fait appel à des externes en fonction des pays où on se trouve. Vous savez, on a hérité de ce qu'on a hérité de biens en Suisse. On a un système d'apprentis. Je ne sais pas si en France, je ne pense pas qu'il y a l'équivalent en France. En Si, il y Suisse, a l'équivalent, ouais, l'apprentissage. Si vous ne faites pas de… Oui, mais ça va plus loin en Suisse, c'est des diplômes. Si vous ne faites pas l'université en Suisse, ce n'est pas une catastrophe. On a des métiers. Donc, il y a une université de métiers, si vous voulez. Ce n'est pas une université classique. Alors, les gens à 16 ans, 17 ans en Suisse, ils peuvent dire, moi, je ne veux pas aller à l'université, je veux faire un métier. Et ça, c'est très bien vu, ce n'est pas mal vu par la société. Alors, ça, c'est un peu notre héritage suisse. Un système semblable existe en Allemagne. Ce qu'on essaie de faire en interne chez Nestlé, c'est un peu refléter ce système. Ça veut dire ouvrir nos portes, nos ateliers dans les fabriques à des personnes qui sont intéressés dans différents pays, pas seulement la Suisse et en Allemagne, à faire ce genre de chemin. Et donc, dans beaucoup de pays, on fait des accords avec des universités techniques, des technicums, comme on les appelle en Suisse, mais ce genre d'université existe aussi dans d'autres pays. Donc, et vous donc, ça permet à influencez ces leur personnes… programme de formation? Oui, et ça permet exactement à ces personnes de venir en programme de formation. Alors, certains, pas tous, vont être recrutés par Nestlé parce qu'il y a un grand nombre, hein, et puis d'autres vont être recrutés ailleurs. Mais ce qui est important, c'est que c'est certifié, c'est quelque chose, c'est un diplôme, comme un diplôme d'université. Et donc ça aide beaucoup aussi les gens, et puis tous ne finissent pas par bosser chez nous. D'accord. Alors, j'en profite pour poser une question qui nous a été posée par Koutou. En fait, on a parlé beaucoup des engagements et de ce que vous faites sur la partie amont pour réduire votre empreinte environnementale. Est-ce que vous arrivez au niveau de vos usines à être on va dire, sans impact environnemental et utiliser 100% toutes vos ressources? Pas encore. Certaines usines, oui, sur certaines parties de l'environnement. Par exemple, on a instauré, il y a peut-être 8 ans, 9 ans, l'idée d'une usine zéro water, zéro eau. D'ailleurs, on l'appelle zéro eau. Et donc, ça, on a fait le pilote au Mexique. Dans notre usine Lagos de Moreno, on a commencé par dairy, donc le lait. Et ce qu'on fait, on récupère le cow's milk, comme on dit, le cow's water, donc toute l'eau du lait, parce que c'est une usine de lait en poudre. Donc, on fait un système de recirculation. On a investi dans des évaporateurs sophistiqués, etc. Et là, on peut déclarer que cette usine, elle est vraiment zéro water. Et dans d'autres usines, même, on rend une quantité d'eau plus grande que celle qu'on a soutirée. Mais bien entendu, on a des installations de traitement d'eau, donc on la rend à une qualité qui est requise par l'environnement. Est-ce qu'on est comme ça partout? Non. Ça, c'est certains pilotes. On a peut-être 25 usines qui sont zéro aujourd'hui. J'ai perdu le compte parce que je me suis surtout intéressé au premier pilote. Après, franchement, c'est trop grand pour… Bon, bien sûr, dans mon network, il y a des gens qui suivent ça de près, mais moi, je n'arrive pas à suivre ça dans tous les détails. Donc, zéro eau. Alors, on a aussi des usines où on a pris 3 éléments de l'environnement. Zero waste to landfill, zero water and zero energy consumption, effectivement. Où on utilise, par exemple, du renouvelable, où on utilise des déchets de bois ou des choses comme ça. Et à la place d'une chaudière, pour l'énergie. On a des usines comme ça au Brésil notamment. Et donc, pour le zero waste to landfill, donc zéro déchet solide,
Ça, maintenant, toutes nos usines presque ont passé à ça. On a une grande majorité, encore une fois, je ne veux pas dire de bêtises, mais une grande majorité a passé à Zero Waste to Landfill. Et donc, mais dire que c'est zéro sur toutes les dimensions de l'environnement, ça, on n'a pas encore. Parce que c'est en combinant ce genre de pilote qu'on y arrivera, mais on préfère déjà, si zéro eau marche pour les usines de lait, par exemple, on préfère que toutes nos usines de lait soient zéro eau d'abord, avant de passer, parce que le plus vous complexifiez, moins peut-être vous allez vite, et puis après, on verra comment on fait pour les autres choses. D'accord, super. Alors, comme vous nous disiez en introduction, vous avez été expatrié dans énormément de pays dans le monde. Est-ce que vous avez une expérience assez marquante à partager avec nous? Écoutez, je peux écrire un livre en fait, parce que j'ai bien entendu plein d'expériences. J'étais en Suisse, en Allemagne, au Liban, en Égypte, en Afrique du Sud, en Malaisie, Singapour, l'Angleterre et puis le Pakistan, et même j'étais responsable de l'Afghanistan. Donc ça fait 9 pays, donc vous vous rendez compte dans ce genre de pays aussi, certains pays que j'ai cités, vous avez beaucoup d'expérience. Une expérience qui m'a marqué, peut-être c'est en Afrique du Sud, mais ce n'est pas la seule, mais je ne peux pas, disons, vous décrire en détail toutes les expériences d'une vie de 25 ans. Je n'étais pas habitué à l'idée qu'il fallait que j'accepte pas en Afrique du Sud que les gens sont armés. Et par contre, tous nos opérateurs étaient armés quand ils entraient à l'usine. Alors, bien entendu, je ne peux pas accepter des armements à l'usine. Donc, on a fait installer, comme dans les aéroports, une sorte de turnstile. Et avant que vous passiez, comme dans les détecteurs de métal à l'aéroport, avant que vous passiez dans ce détecteur de métal, j'ai fait installer un baril et des casiers. Alors, les gens vidaient leur arme. Non, leurs bullets, pardon. Leur balle. Leur balle. J'avais un trou tout à coup. Vidaient leurs balles dans le baril et puis mettaient leur revolver ou leur arme dans le casier. Et puis après, quand ils repartaient le soir, ils reprenaient ça parce que c'était dangereux. Dans la même usine, donc ça, vous devez vous y habituer. Hein. Quand vous arrivez dans une usine comme ça, vous devez vous y habituer. Et j'ai plein d'expériences comme ça où, bien entendu, on a dû faire évoluer les choses, on a dû expliquer, respecter l'intérieur de ce qu'on fait à l'usine, tout en ne pas changer la vie des gens à l'extérieur, parce qu'on ne peut pas. On ne peut simplement pas changer la vie. Mais dans toutes ces expériences, la chose que je voulais relever, c'est que ce qui est important, c'est l'être humain. Il faut se mettre à la place des gens, il faut comprendre leur vie, il faut les écouter, parce que c'est seulement quand on les met au centre qu'on peut avoir les bonnes solutions. Ok? On ne peut pas demander à un type en Afrique du Sud qui habite dans un township de ne pas être armé. C'est ridicule. Par contre, on doit trouver une solution pour nous protéger, nous, à l'intérieur. Et c'est tout des trucs comme ça. C'est comprendre ce que les gens font, comprendre leur challenge, et à ce moment-là, dire, c'est comme dans une école, voilà les principes de notre bâtiment, c'est comme ça. Comment est-ce qu'on peut trouver une entente? D'accord. Et ça marche. C'est pas facile. Des fois, il y a des exemples plus compliqués que celui que je viens de vous citer. Mais l'essentiel, c'est de trouver une entente autour d'une table en écoutant, en s'écoutant les uns les autres. D'accord, ça marche. Alors, on a une question d'Armin, notamment, tout à l'heure, on parlait de votre système pour mesurer toute l'empreinte des gaz à effet de serre, GPS. Et Armin demande pourquoi est-ce que les organismes extérieurs de certification, ils n'ont pas été capables de vous proposer une solution pour vous aider à monitorer? Vous avez été obligé de développer quelque chose en interne? Mais ça, c'est une bonne question, en fait. Mais non, hélas. Ils ont des banques de données avec des moyennes. Mais après, moi, si je prends une moyenne, je serai faux. Je serai faux dans le bon ou dans le mauvais sens. Donc, il faut faire attention. Et comme j'ai dit, je prends la moyenne quand je sais que, bon, ça reflète ce que j'utilise comme société. Mais à partir du moment où je sais que dans la partie amont, il y a des spécificités quand même pour certains des ingrédients que nous utilisons, que nous achetons, ça va être faux. Ça dépend des moyennes, comment elles sont constituées. Et d'ailleurs, les standards ne sont pas encore alignés. Hein. Donc, c'est pas. Il y a un organisme qui s'appelle SBTI, Science Based Target Initiative, qui met les standards pour les sociétés, mais il y a un autre organisme, ISO, qui met les standards pour les marques.
Et ces deux standards ne sont pas les mêmes. Il y a des différences au niveau de ce que vous êtes autorisé à faire pour acheter, par exemple, des crédits carbone. Dans le premier, vous ne pouvez pas faire du offsetting du tout. Dans le deuxième, vous pouvez faire une certaine quantité de offsetting. Donc, le malheur de ça, c'est que c'est des sujets qui sont relativement jeunes et ce n'est pas encore standardisé sur le plan du standard. Donc, alors, sur le plan de l'outil, ça va prendre un peu plus de temps. Mais c'est une excellente question. Et l'idéal, ça aurait été d'avoir une banque de données avec et puis un menu. Et puis, vous choisissez celui qui correspond le mieux à votre industrie. Et puis, à ce moment-là, vous faites développer seulement les petites spécificités. J'ai peur que, enfin, la crainte, c'est que malheureusement, dans ce cas, on a dû faire plus nous-mêmes. D'accord, ça marche. Alors, on a une autre question de Pierre Fichy, qui est dans une industrie de process. Et vous avez parlé d'intelligence artificielle et il voudrait savoir c'est quoi la première étape pour arriver à mettre en place une démarche d'intelligence artificielle quand on a un vieux processus avec énormément de paramètres. Alors lui, c'est dans l'acier, donc il y a des débits de gaz, des vitesses, des pressions. Mais c'est vrai que le lait, c'est une industrie de process aussi, il y a énormément de paramètres. Donc comment vous démarrez cette initiative? Écoutez, je pense, je ne sais pas, je vous avais dit quand on avait préparé cette séance, je ne suis pas un spécialiste de l'informatique, mais je pense que si vous avez les paramètres qu'il vous faut, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est une question de coût finalement. Hein. C'est une question de coût. Vous pouvez traiter de tout. Des fois, la difficulté réside dans est-ce que vous connaissez tous les paramètres? Parce que je pense, pour moi, qui suis ingénieur, j'aimerais m'assurer d'abord que le hardware, qu'on a la mesure. Si c'est un paramètre important que je dois connaître, je dois le mesurer. Et souvent, la difficulté, à mon avis, à mon humble avis, mais encore une fois, je suis plus qu'heureux si quelqu'un de vos équipes qui connaît mieux l'informatique, disons, me contredit, c'est plus au niveau quels sont les instruments de mesure. Par exemple, on a des PLC dans les usines. Et l'idée, c'est qu'eux, ils captent toute l'information dont on a besoin. Et après, on va prendre cette information et peut-être faire travailler un outil d'intelligence artificielle. Mais des fois, ce n'est pas aussi évident de mesurer tout ce dont on a besoin. Et pour moi, je trouve plus la difficulté de ce niveau-là, mais peut-être je me trompe. En tout cas, pour nos processus, c'est la mesure qui compte le plus. Par exemple, si vous voulez, traditionnellement, je vous donne un exemple. Traditionnellement, dans les usines, avant toutes ces démarches environnementales, il y a de nombreuses années, les gens voulaient les paramètres du process pour régler leur process. C'est-à-dire, quand vous faites du lait en poudre, vous avez besoin de la température, de la pression, etc., de l'humidité. Mais vous n'avez pas forcément besoin de mettre un lecteur de débit partout pour savoir s'il y a des fuites, parce que l'énergie que vous consommez, etc. Donc, vous avez peut-être un lecteur quelque part ou une montre quelque part. Mais à ce moment-là, si vous avez besoin de plus de granularité pour l'impact sur l'environnement, vous devez multiplier ce genre de points de mesure. Et donc, surtout, la difficulté, à mon humble avis au début, c'est s'assurer que vous avez ce que vous avez besoin de mesurer, plutôt que l'intelligence artificielle elle-même. Mais encore une fois, je vous parle avec mon esprit d'ingénieur et non pas d'informaticien. Ça marche. PLC, c'est un capteur? Oui. D'accord, ça marche. OK. C'est un capteur de données qui prend les données des machines directement, pour simplifier. D'accord. OK, super. Une dernière question d'Armin, toujours autour du système GPS que vous avez développé. Le GPS, il va vous permettre de réduire l'investissement et le coût nécessaire pour comprendre votre empreinte environnementale, ou c'est pour vous aider à influencer les changements de régulation et de règles sur l'émission de carbone? C'est les deux. Je veux dire, c'est pas forcément réduire, c'est aussi optimiser. Et puis aussi avec des données, parce que on dit en anglais, mais on peut traduire ça en français, il n'y a pas mieux qu'une donnée pour battre une opinion. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des opinions, mais si vous mettez une donnée sur la table, on discute autour d'un chiffre au lieu que chacun ait une opinion. Alors ça aide aussi, parce qu'à ce moment-là, on peut montrer, écoutez, mais voilà ce qui vient de ce genre de cette partie de la chaîne de valeur, et voilà ce qui vient de l'autre partie de la chaîne de valeur. Alors, c'est mieux de mettre plus d'efforts sur cette partie, parce qu'elle génère plus
Et ça va être basé sur des faits plutôt que baser ça sur des opinions ou sur des perceptions. Donc, il y a les deux, effectivement. Ça marche. Ça marche. Alors, pour finir, j'aimerais qu'on pose une question pour se projeter un peu dans le futur. Est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi ressemblera le groupe Nestlé d'ici 10 ans? Écoutez, je n'ai pas une boule de cristal, mais moi, j'aimerais bien que, vous savez, ce qui me tient à cœur, et pas seulement pour Nestlé, quand on regarde la vision du monde, les systèmes alimentaires doivent changer. On doit pouvoir nourrir 9 milliards de gens que nous serons en 2050 sur cette planète. Et donc, si on continue avec les mêmes systèmes alimentaires aujourd'hui, qui sont des systèmes un peu à sens unique, c'est pour ça qu'on parle de régénération, on n'y arrivera pas, il n'y aura pas assez. Aujourd'hui, on a 4 cultures qui nourrissent le monde, le riz, le blé, le maïs, le soya. En gros, j'exagère exprès, mais il y a Ouais. beaucoup d'autres trucs qui peuvent nourrir son homme. Il y a l'épeautre, il y a le cassava, il y a beaucoup d'autres trucs. Et je ne cite que ceux qui sont déjà connus, mais il y a plein de trucs qui ne sont pas connus, qu'on n'utilise pas aujourd'hui. Et donc, si vous voulez, nous, ce qu'on commence à faire, c'est utiliser dans nos recettes ce genre d'ingrédients pour encourager une consommation diversifiée, qui est d'ailleurs mieux pour votre santé qu'une consommation qui est basée seulement sur 4 genres de culture en gros. Donc, ce qu'on dit good for you, good for the planet, si c'est bien pour votre santé, c'est aussi bien pour la planète. Et c'est important parce on sera à court. Il y a beaucoup de gaspillage dans certains pays. Alors, les gaspillages au niveau des pays en voie de développement se trouvent au niveau de l'agriculture, il y a beaucoup de pertes. Au niveau des pays développés, ça se trouve au niveau des cuisines, des consommateurs ou des restaurants. Il y a beaucoup de choses qui se jettent. Donc, il faut équilibrer un peu tout ça avec des méthodes de régénération. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse mettre dans 10 ans, parce que ce n'est pas 20-50, Ouais. on puisse prouver, oui, on a la moitié de nos ingrédients qui sont faits avec de la régénération. Oui, c'est possible. On l'a démontré à une échelle, peut-être, si on dit moitié des ingrédients, ça veut dire la moitié de la société, j'extrapole. Donc, si la moitié d'une société de notre taille peut prouver la chose, à ce moment-là, ça veut dire que c'est possible. Et je pense qu'on n'y échappera pas, parce qu'on ne peut pas continuer à ne pas nous occuper ni de notre santé, ni de la planète. Et à ce moment-là, on aura un problème majeur. Donc, si vous voulez, c'est réinventer ce système alimentaire et que Nestlé, qui est quand même la plus grosse société alimentaire aujourd'hui, soit partie prenante et soit qui puisse prouver que c'est faisable, c'est possible, Oui. qu'on a un autre système alimentaire qui peut exister dans les 10, 20, 30 ans à venir. Et je pense que c'est notre responsabilité et c'est notre devoir et c'est bien pour nous. Donc, on ne le fait pas par charité, on le fait parce que dans 20, 10, 20, 30 ans, si on ne le fait pas, ben, on n'aura pas assez de matières premières pour nos propres produits déjà. Ouais. Avec le changement climatique, il y a beaucoup de cultures qui vont disparaître si on ne fait pas attention. Et c'est des cultures qu'on utilise pour nos produits. Donc, c'est aussi pour notre business. Ce n'est pas seulement… voilà. Et donc, c'est bien pour le business, la durabilité du business. C'est bien parce que ça change le système alimentaire dans la bonne direction. Et c'est bien pour la planète et c'est bien pour l'équilibre alimentaire parce que je pense qu'on peut faire mieux que ça au niveau richesse de ce que nous absorbons comme variété de protéines. Voilà en gros. Super. Bon, non, en tout cas, c'est vraiment très intéressant, passionnant. Je pense que beaucoup, enfin, en tout cas, moi, j'ai énormément appris et beaucoup d'entre nous ont dû apprendre là-dessus parce qu'on est plus des industriels autour du manufacturing, pas forcément de l'agroalimentaire. Donc, merci beaucoup d'être venu et d'avoir partagé toutes ces expériences. Et puis, je voudrais rappeler à tous les participants que la plateforme ondustrie.org est ouverte. Donc, vous pouvez voir tout le contenu qu'on partage, revoir cette interview et les précédentes en replay, et également continuer à poser des questions comme celles qu'on a posées aujourd'hui à Magdi, à la communauté pour avoir des bonnes idées comme celles qui sont aujourd'hui poussées par Nestlé pour avoir une industrie plus forte et plus durable. Voilà, donc je vous souhaite, Magdi, une très bonne continuation dans toutes vos initiatives et une réussite dans les projets de Nestlé qui sont vraiment très importants pour l'avenir de la planète et du business. Merci beaucoup, Charles, et l'équipe de m'avoir invité et merci à tous les autres d'avoir été patients pendant cette heure à peu près. J'espère que j'ai pu apporter un élément de réponse à vos questions et j'espère que je vous ai aussi un peu inspiré
et très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci beaucoup Voilà. et bonne chance dans ce que vous faites. Je pense que c'est remarquable de pouvoir partager entre moi et puis ceux qui m'ont précédé. Je pense que c'est excellent ce que vous faites. Le poste de directeur d'usine, de site, et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, est très proche de mon cœur, puisque j'étais 2 fois directeur d'usine chez Nestlé. Et je pense que c'est un élément clé, c'est un job magnifique. Ne regrettez jamais de l'avoir fait et même d'y rester parce que c'est un des plus beaux jobs que j'ai fait chez Nestlé. Donc, je vous remercie aussi pour ce moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne Bonne journée. journée. Au revoir.